Je vais aller sélectionner les informations qui vont dans mon sens, aller confirmer mes croyances, devenir pote sur les réseaux sociaux avec les gens qui pensent comme moi pour se dire nous on a raison et les autres sont bêtes, quoi. Les biais cognitifs sont souvent présentés comme des choses à éviter, comme si c'est quelque chose qui est mauvais, alors que ce n'est pas tout le temps le cas. Nos biais sont une partie intégrante de notre raisonnement. On ne peut pas vraiment ne pas avoir de biais. C'est ça qui me permet de fonctionner. Et des fois, quand on prend des raccourcis, on se trompe. Mais des fois, quand on prend des raccourcis, on est efficace. Mais du coup, les biais dépendent souvent du contexte dans lequel on l'utilise. Parfois, les biais peuvent être utiles pour la cohésion sociale, pour s'identifier à un groupe, etc. Et des fois, ils peuvent nous induire effectivement en erreur. La psychologie a bien identifié les mécanismes cognitifs individuels par lesquels, à notre insu, nous construisons nos croyances et nous limitons nous-mêmes nos connaissances. On est encore en train de faire des recherches pour voir si identifier nos biais peuvent nous aider. En tout cas, par exemple, en thérapie, ça aide énormément. On espère que ça pourrait aussi avoir des effets, ce qu'on appelle le public général, de pouvoir identifier ces biais pour, encore une fois, pouvoir avoir ce contrôle de se dire mon interprétation du monde n'est pas l'unique interprétation du monde, voir comment est-ce qu'on va pouvoir avancer dans cette incertitude qui est inhérente au fait qu'on est face à des informations incomplètes souvent. If people are threatened by the science, but they recognize that all the scientists, nearly all the scientists, agree on that, then they're put into this situation of conflict or cognitive dissonance. What am I going to do with my beliefs when all the scientists agree that, my beliefs are under threat? On a tendance à vouloir tendre vers une cohérence interne et éviter les dissonances. Et si on est en dissonance, encore une fois, il faut qu'on retrouve la consonance. Il y a plusieurs manières de faire ça. Des fois, on va en sortir en cherchant les informations qui nous conviennent. Des fois, on va sortir en changeant d'avis, par exemple, la flexibilité mentale. Ça dépend de combien est-ce que je suis attaché à mon opinion. Est-ce que je suis plus attaché à mon opinion ou à la raison pour laquelle j'ai une opinion? Si je suis très attaché à mon opinion, je vais avoir plus tendance à ne pas changer d'avis, à rejeter quelque chose qui va à son encontre. Si je suis plus attaché au raisonnement, je vais me dire « Ah, je vais mettre à jour mon raisonnement ». L'illusion de connaissance, c'est quand je vais surestimer combien je maîtrise ou je comprends un sujet parce que je me suis un peu familiarisé avec et j'ai cette tendance à surestimer mes connaissances sur ce sujet. Il y a plusieurs formes d'illusion de connaissance. On entend souvent par exemple parler d'un effet qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger dit que moins on s'y connaît, plus on surestime, plus on s'y connaît, plus on sous-estime. On n'est plus vraiment sûr de ça, donc c'est là où les chercheurs changent d'avis aussi. Mais ça ne veut pas dire que l'illusion de connaissance est en train d'être mise en cause. Il y a plein d'autres formes. Par exemple, une forme d'illusion de connaissance dont on ne parle pas assez, le mot est un peu long, mais ça s'appelle l'illusion de profondeur explicative. C'est quand on a tendance à surestimer combien on peut expliquer comment quelque chose marche. Il y a des expériences qui ont été faites sur des trucs aussi simples qu'un vélo. Est-ce que vous savez dessiner un vélo avec les chaînes et les pédales et tout? Et les gens surestiment énormément cette profondeur explicative. Et on pourrait la voir aussi sur des sujets plus complexes comme la vaccination, le système immunitaire, les OGM. Donc il y a plusieurs formes d'illusion de connaissance, mais en général, c'est quand on surestime combien est-ce qu'on croit qu'on maîtrise quelque chose. C'est le raisonnement motivé, c'est confirmer ce que je crois déjà. Imaginez que j'ai deux manières de réfléchir. Je peux soit réfléchir comme un détective, je suis des preuves et j'arrive à une conclusion, soit je peux réfléchir comme un avocat. J'ai mon client, je veux le défendre, et je vais prendre ce qui existe dans le dossier pour pouvoir créer un argumentaire qui arrive à la conclusion que j'ai déjà décidée à l'avance. Le raisonnement motivé, c'est un peu quand on réfléchit comme un avocat. Et du coup, ce qui sous-tend le raisonnement motivé, c'est des biais de confirmation, des biais de sélection, ce genre de choses. Je vais aller sélectionner les informations qui vont dans mon sens, aller confirmer mes croyances, devenir pote sur les réseaux sociaux avec les gens qui pensent comme moi pour se dire nous on a raison et les autres sont bêtes, quoi. Quel que soit le sujet scientifique, créer une communauté d'opinion de toutes pièces n'a jamais été aussi facile. Anonyme, planétaire, les réseaux sociaux ressemblent au moyen idéal pour entretenir des communautés d'opinion. Avec Internet, la première chose, c'est que ça permet de créer une communauté à partir de tout et n'importe quoi. Vous pouvez aller taper l'idée la plus bizarre que vous pouvez avoir sur Google, vous allez sûrement trouver une communauté sur un réseau social, sur un site, sur un forum, de gens qui pensent comme vous. Du coup, ça va commencer au niveau de la cognition sociale, de créer des mécanismes d'appartenance, on appelle ça in-group, out-group, d'avoir des groupes qui vont se créer où je me dis, nous on a raison, les autres ont tort. Donc déjà, ça peut valider
n'importe quelle croyance quasiment. 2, ça augmente massivement les effets d'exposition à une information à cause des algorithmes, surtout qu'on ne sait pas c'est quoi ces algorithmes, soit Twitter, Facebook, etc. Et leurs algorithmes ne sont pas publics, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais en tout cas on suspecte qu'ils sont en train de nous faire voir des informations qu'on croit déjà, ce qui va renforcer le fait qu'on se dit qu'on a raison, et ça va nous exposer de moins en moins personne a des idées auxquelles on ne croit pas, donc on se dit on est seul au monde et on a raison. C'est une question d'échelle de grandeur qui sont drastiquement augmentées. Et effectivement, on a besoin de voir comment est-ce qu'on va gérer tout ça, surtout que ces plateformes ne sont pas soumises à la délibération publique. Des sortes d'alertes où il faudrait que je me dise « Oula, des solutions magiques ». On appelle ça en anglais le low hanging fruit. S'il y a un verger, et on vous dit il y a 1000 personnes qui sont passées par ce verger, et elles avaient toutes faim, et vous êtes en train de marcher dans ce verger, vous voyez plein de fruits sur les arbres qui sont très bas, que vous pouvez tenir dans votre main, au lieu de les bouffer, il faut se dire pourquoi est-ce que les 1000 autres personnes qui avaient très faim, qui sont passées par là, ne les ont pas cueillis. C'est un peu inquiétant, si vous, soudainement vous voyez un truc émerger, et on le voit souvent dans la nutrition, ce régime va vous faire perdre du poids sans aucun effet secondaire en 2 jours. Ça fait longtemps qu'on cherche ça, pourquoi est-ce que personne ne l'a trouvé avant là? Donc déjà, low hanging fruit, genre, si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement pas vrai. Des choses qui existent juste sur un site, et si vous tapez sur Google ailleurs, et de trouver nulle part, c'est un peu chelou. Des trucs qui sont hyper dichotomiques, genre c'est comme ça ou c'est comme ça, et ça c'est bien et ça c'est mal. C'est là aussi pas une très bonne idée. Les choses qui se prétendent objectives. On va vous dire la vérité, c'est objectif. Les trucs qui sont cachés, secrets, mais que vous retrouvez partout sur YouTube. C'est par définition, c'est pas vraiment secret. Effectivement, une des pistes qu'on essaye d'explorer, c'est d'être les garde-fous les uns des autres, au lieu de vouloir être moi tout seul, le mec sans biais. C'est un peu comme ce qu'on fait pour le reste de notre vie. Je ne peux pas savoir comment construire des maisons, faire des habits, faire de la médecine, construire des trains, construire des voitures, etc. Du coup, je délègue. On peut faire la même chose au niveau aussi de notre raisonnement. Au lieu de vouloir tout faire tout seul et penser par moi-même et être le super raisonneur critique, on a des ressources attentionnelles très limitées, on a des ressources perceptives très partiales, on navigue dans un monde très complexe, on est tout le temps face à des informations incomplètes. Et se dire, moi, je vais éliminer mes biais cognitifs et atteindre des informations complètes, c'est irréaliste quelque part. Et de l'autre côté, il ne faut pas tomber encore une fois dans le relativisme en se disant du coup si c'est pas possible, tout se vaut. Ce n'est pas vrai. Je pense qu'une des postures les plus dangereuses qu'on pourrait avoir quand on pense aux informations et tout ça, c'est de se dire si tout le monde était comme moi, le monde irait mieux. La première question que je me pose, c'est comment est-ce que je saurais si c'est moi le complotiste? Comment est-ce que je me défends de moi? Pour moi, l'importance dans le raisonnement critique, c'est pas juste une sorte d'autodéfense des autres, des médias, des experts, des fake news, etc. C'est aussi surtout une défense de soi, penser contre son cerveau. Chacun doit être responsable un peu de penser contre soi-même pour qu'on ne tombe pas dans cette joute qui peut polariser. Et des fois, on va tomber dans cette joute, et c'est pas grave. On n'est pas tous tout le temps obligés d'arriver à un accord. Et surtout, une autre erreur que beaucoup de gens font autour du raisonnement critique, c'est de croire que si on est tous des raisonneurs critiques parfaits, on arrivera à une opinion commune. C'est pas vrai. On ne peut pas arriver à une pensée unique. Il y a nos biais, mais il y a aussi notre subjectivité, les valeurs que je défends. On est tous tout le temps coloriés par notre subjectivité. Même en recherche, même la science, un chercheur a sa subjectivité qui va l'orienter vers qu'est-ce qu'il va chercher. Le questionnement que je me pose dépend de qui je suis. Et du coup, ça, il faut tout le temps garder en tête ce truc, que la personne qui pose une question a son idéologie, sa morale, son orientation politique, sa culture, et qu'on ne peut pas la sortir de ça. Donc de ne pas être encore une fois dans cette posture verticale de les gens font n'importe quoi, et de faire attention à toutes ces nuances. On est des êtres un peu complexes et surtout irrationnels, on dit tout et on fait son contraire. Et des fois c'est rassurant.